Je ne sais pas si vous voyez les choses d'une manière similaire à la mienne, mais j'ai tendance à considérer que dans la vie, il y a des apprentissages qui s'effectuent sur un mode de croissance continue, et il y en a d'autres qui semblent représenter un saut qualitatif très important. Peut-être que ça vous est aussi déjà arrivé d'apprendre quelque chose qui modifie de manière instantanée votre manière de voir le monde. Vraiment un de ces apprentissages qui semble significatif. Eh bien, celui dont je vais vous parler dans cette vidéo a vraiment été l'un de ces apprentissages pour moi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Julien, je suis psychologue et aujourd'hui je vais vous parler de techniques d'entretien. Alors c'est un apprentissage que j'ai fait qui a été très important pour moi mais qui m'a également servi dans tout ce qui va être conduite de réunion par exemple ou alors dans n'importe quel type de prise de parole en public. Parce qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, dans la formation initiale des psychologues, il n'y a pas tant finalement d'enseignement sur la conduite d'entretien et sur les techniques psychothérapeutiques. Alors bien évidemment de cette formation initiale on en sort avec un gros bagage théorique, ce bagage théorique là il va nous servir notamment à mieux comprendre les relations humaines et à mieux comprendre les individus en particulier. Mais en règle générale, quand je parle à des collègues, peu importe de quelle spécialisation ils sont issus à l'université, il y a toujours cette idée que lorsqu'ils en sont sortis, ils avaient bien sûr un bagage théorique, une grille de lecture, mais assez peu finalement d'outils ou en tout cas de supports pour ensuite aller faire de la thérapie. Bien que le but de la vidéo soit pas forcément de rentrer dans les détails explicatifs, on peut quand même dire qu'il y a un grand nombre de professeurs à l'université qui ne sont tout simplement pas cliniciens. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans la recherche et pas forcément en contact direct avec des patients. Donc finalement, il y a des enseignements en psychologie qui sont effectués par des personnes qui ne sont pas directement en position de faire de la thérapie. Je me souviens dans mes années d'université où je m'accrochais vraiment à tous les profs qui avaient en parallèle une pratique clinique parce que c'était vraiment les personnes qui semblaient avoir un parler vrai, quoi. En fait, simplement qui parlaient de choses réelles, de choses qu'ils connaissaient et qui se posaient des questions qui étaient vraiment d'une certaine manière très concrètes. Alors une fois mon cursus universitaire terminé, en m'accrochant bien à ce type de personnes, eh bien je me retrouve à avoir mon premier poste de psychologue. Et dans ce premier poste, je me retrouve face à des enfants en situation de handicap, face à leurs parents, et je me retrouve en situation de devoir faire de la thérapie alors que jusqu'à présent, tout ce que j'ai, c'est un énorme bagage théorique. Dans certains cas, je me suis rendu compte que la théorie ne collait tout simplement pas à l'exercice de la pratique, et dans d'autres cas, je me suis rendu compte que le fait d'avoir cette théorie n'était pas vraiment utile pour les personnes que j'accompagnais. Et malgré le fait que ce soit très difficile et que je me rende compte de toute l'étendue de mon incompétence, c'est bien avec ce premier job que je me suis dit que j'étais vraiment à ma place et que j'avais bien choisi mon métier. Mais il faut bien voir que ça m'a amené à reconsidérer complètement certains pans de la théorie que j'avais pu voir jusqu'à présent, et je me suis mis tout d'un coup à lire des choses bien plus concrètes et des choses très différentes de ce que j'avais appris à l'université. C'est un moment où j'ai notamment découvert Viktor Frankl et où j'ai commencé à m'intéresser à l'approche systémique. Et le fait de m'intéresser à l'approche systémique, en fait, ça a été lié à une certaine prise de conscience à un moment donné au début de ma carrière. En fait, ça m'est apparu presque comme une évidence que ce dont les personnes souffraient bien souvent, ce n'était pas lié à des choses inhérentes à leur propre nature ou alors à des choses qu'ils avaient vécues forcément dans le passé, mais ça pouvait être lié à un environnement qui n'était pas forcément adapté ou en tout cas un environnement qui causait une certaine souffrance. Et l'intuition de cette idée, elle m'est venue du fait tout simplement que je travaillais beaucoup avec des enfants autistes et que je me suis rendu compte qu'en fait, quand on modifiait un petit peu l'environnement, tout simplement, ils allaient beaucoup mieux. Et qu'au lieu d'essayer de les formater à des normes sociétales, il était peut-être intéressant de voir dans quelle mesure la société, ou en tout cas leur entourage proche, pouvait s'adapter à leur fonctionnement. Mais malgré cette intuition, et tout aussi bien intentionnée que je puisse l'être, je me suis rendu compte qu'il me manquait deux choses principales, et l'une de ces choses-là était une connaissance un peu plus approfondie sur des techniques d'entretien. Et cette lacune m'a directement conduite à certains moments à être dans des entretiens avec des parents, par exemple d'un enfant qui avait un trouble du spectre autistique, en train de leur expliquer quasiment ce qu'était l'autisme à partir d'un socle théorique, à partir de connaissances que j'avais. Parce qu'en fait, j'avais une connaissance complètement erronée dans la tête qui me conduisait à penser que le fait d'avoir certaines informations allait les aider, ou encore, je me disais tout simplement que c'était ma bouée de secours, la théorie, et que je m'en sortais un petit peu comme ça dans les entretiens en leur donnant cette théorie-là. Alors sur le moment, ça avait l'air de les intéresser, mais avec le recul, je me dis que j'étais certainement à bien des moments complètement à côté de la plaque. Alors il y a des moments dans lesquels je donnais des informations théoriques alors qu'à mon avis, j'aurais dû être à un autre endroit. Il y a d'autres moments dans lesquels tout simplement, j'étais vraiment dans une posture d'empathie et je me laissais presque porter par ce que me racontait l'autre sans avoir le recul suffisant pour avoir une intervention pertinente et potentiellement stratégique. Stratégique dans le sens où l'intervention serait pensée uniquement dans un but thérapeutique pour l'autre. Et ensuite, ma pratique a complètement changé quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux techniques d'entretien. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais peut-être que ça peut surprendre de parler de technique quand on parle de relations. Dans le sens où si la thérapie est une forme d'artisanat, ce que je ferai, c'est qu'avec l'expérience, j'appliquerai des procédés que je sais fonctionner, et puis je réappliquerai les mêmes choses de mieux en mieux au fil du temps, parce que je gagnerai une certaine forme d'expertise. Alors que si je compare la thérapie à de l'art, il faut sans cesse inventer des choses nouvelles, on ne peut pas appliquer deux fois les mêmes choses, c'est-à-dire quelque chose qui a fonctionné pour une personne ne marchera pas
pas forcément pour une autre. Et donc du coup, il faut sans cesse inventer des nouvelles solutions qui soient tout simplement adaptées à la personne que l'on a en face. Et comme chaque personne est différente, toutes les solutions doivent l'être également. Et donc si la thérapie est un art, avec au centre de cet art la relation, il est important d'avoir certaines techniques, puisque si on compare à certains grands artistes, par exemple Picasso était un artiste vraiment très doué d'un point de vue technique, mais quand on regarde ses tableaux, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais parfois on dirait des tableaux d'enfants. Et il arrive à nous faire oublier sa maîtrise technique pour nous faire passer des émotions à travers ces tableaux. Donc en fait, si on continue cette métaphore, les techniques sont importantes, mais elles doivent être pleinement intégrées pour s'effacer devant la relation. En fait, une posture qui serait trop dans la technique représenterait un rempart à la relation, mais une posture qui serait uniquement dans la relation au détriment de l'aspect technique, en fait, n'aurait pas plus de valeur qu'une discussion qu'on a, par exemple, avec un ami. Alors, une discussion avec un ami, ça peut avoir un effet extrêmement thérapeutique, mais lorsqu'on va vraiment pas bien, et surtout lorsqu'on fait appel à un thérapeute, en général, c'est qu'on cherche quand même autre chose. Et je vais probablement faire plusieurs vidéos pour vous parler de techniques d'entretien. Ça peut être des techniques d'entretien issues de courants différents, mais aujourd'hui, je vais me centrer surtout sur les phases de l'entretien. Ce que l'on peut faire, c'est diviser les entretiens en 3 phases bien distinctes et vous allez voir que ça marche à peu près pour n'importe quel type d'entretien. Les entretiens individuels, les entretiens familiaux, ça marche aussi pour la conduite de réunion par exemple. Personnellement, lorsque j'ai commencé à appliquer ces 3 phases à tous mes entretiens, j'ai vraiment eu un gain d'efficacité considérable. Alors sans plus tarder, pour commencer, on va parler de la première phase, qui est la phase sociale. Dans cette première phase, que ce soit dans un entretien ou dans une réunion, on va commencer par se présenter, par parler de ce qui nous rassemble, par parler des objectifs de notre rencontre. Et il va être très important de donner suffisamment de temps à cette phase-là, puisque c'est lors de cette étape que les personnes ou la personne que l'on a en face va commencer à nous jauger un petit peu et va potentiellement s'apaiser. C'est pas forcément qu'elle soit inquiète, mais toute relation sociale nouvelle induit forcément un tout petit peu d'anxiété. Ou si ce n'est de l'anxiété, il y a toujours une période quand on rencontre quelqu'un dans laquelle on a besoin d'apprendre à jauger un petit peu l'autre. On va se poser des questions, mais qui est l'autre? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il me veut? Où est-ce qu'il veut m'emmener? Qu'est-ce qu'il va changer dans ma vie? Etc. Et pour vous donner un exemple, bien souvent ce que je faisais, c'est que je limitais cette présentation sociale à la présentation de mon nom, de mon prénom et de mon statut, et puis ensuite la personne en face de moi faisait la même chose si on était dans un entretien individuel, ou ce que l'on fait quand on est dans une réunion, bien souvent pour pas perdre de temps, ce qu'on fait c'est qu'on donne son nom, son prénom et sa fonction, et bien souvent on s'en arrête là. Mais il faut bien voir que ça c'est largement insuffisant pour se faire une petite idée intuitive sur l'autre, sur ses intentions ou sur la personne qu'il est. Et en fait, tant qu'on ne s'est pas encore fait cette première impression, cette première intuition, c'est ce qui va nous préoccuper premièrement de manière inconsciente. Donc du coup, si on zappe trop vite cette phase sociale, le risque c'est de commencer à rentrer dans le travail et en fait tout ce que l'on va commencer à travailler, c'est quelque chose qui ne sera absolument pas retenu. Tout simplement parce qu'on est rentré dans cette phase de travail trop vite et qu'il était nécessaire de prendre un petit peu plus de temps. Et personnellement, je peux vous dire que ça m'arrivait tout le temps lorsque je rentrais trop vite dans la deuxième phase avant d'avoir donné suffisamment de temps à la première. Tout le début de ce qui était travaillé dans la deuxième phase ne servait presque à rien et les gens ne retenaient rien. Un petit exercice que l'on m'a fait faire en formation à l'IFACT et que je vous conseille de faire également pour vous, c'est de s'entraîner à se présenter, mais de faire une présentation qui dure au moins 2 minutes, on va dire entre 2 et 5 minutes. Et en fait, l'intérêt de cet exercice et de s'y entraîner, c'est que notre présentation devienne d'une certaine manière automatisée. Un peu comme quand on apprend à passer le permis de conduire, eh bien au début, ça demande une énergie considérable de penser au rétro, au clignot, à l'embrayage, etc. C'est vraiment de la charge cognitive. Et puis ensuite, lorsqu'on a l'habitude, on se rend compte qu'on n'y réfléchit même plus. Ce n'est plus une charge cognitive et on est capable de penser à autre chose en même temps qu'on est en train de conduire. Et bien là, si vous suivez cette idée, c'est exactement la même chose. Le fait d'automatiser cette phase sociale et votre présentation, ça va vous permettre d'avoir toutes vos capacités attentionnelles disponibles pour la relation pendant que vous vous présentez. En fait, vous n'êtes plus uniquement concentré sur votre discours, mais sur là où les personnes que vous avez en face de vous. Dans cette phase sociale, ça va être idéal d'utiliser un petit peu d'humour et diverses anecdotes qui ont uniquement pour fonction de donner une première impression à l'autre ou aux autres. Cette phase sociale, elle ne veut pas ouvrir que le premier entretien ou la première réunion, elle va ouvrir chaque entretien et chaque réunion. Bien évidemment, il va falloir lui donner beaucoup plus d'importance dans les premières rencontres et ensuite un petit peu moins dans les suivantes quand on se connaît déjà, mais il faut toujours la conserver. En conclusion, la phase sociale est censée créer le cadre qui diminue l'anxiété inhérente à la rencontre. Et une fois que cette phase sociale a été suffisamment posée, on peut passer à la seconde phase, qui est la phase opérationnelle. C'est dans cette phase où l'on va rentrer dans le travail et si la phase sociale a été suffisamment opérante, on va pouvoir le faire de manière efficace. Dans un entretien thérapeutique, on pourrait dire que l'étape opérationnelle commence à partir du moment où le thérapeute va poser la question au patient ou au client pour lui demander
qu'est-ce qui l'amène à consulter. On va vraiment se mettre au travail dans la relation au service de la résolution du problème du patient ou du client et on va pouvoir utiliser plusieurs outils ou plusieurs techniques différentes. J'avais fait une vidéo sur un livre de Moni El-Kaïm, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez aller la voir si ça vous intéresse, où je parle notamment de la technique du recadrage thérapeutique, de la reformulation et même de la connotation positive. Et dans une réunion, on peut dire que l'étape opérationnelle commence à partir du moment où on se met au travail, à partir du moment où l'on commence à aborder les sujets qui doivent être traités. Dans l'entretien thérapeutique, pendant la phase opérationnelle, on peut faire plein de choses différentes. Tout ça, ça va avoir rapport bien sûr avec l'orientation théorique du thérapeute, ça va avoir rapport avec le modèle de thérapie qu'il est en train d'appliquer. Ce que je vous propose, si ça vous intéresse bien sûr, c'est que dans de prochaines vidéos, je m'intéresse plus spécifiquement aux approches systémiques, à différents courants des approches systémiques, pour vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire dans cette phase opérationnelle, dans ces approches-là. Maintenant, après la phase opérationnelle, va venir évidemment la phase de la conclusion. Et cette phase de la conclusion, elle est pour moi d'une extrême importance et elle mérite un soin et une attention toute particulière. Cette conclusion, on va venir la nommer et autant que possible, on va venir l'entourer de tout un contexte symbolique et on va venir la marquer, mais même par sa présence corporelle. Enfin, je veux dire, quand vous êtes en réunion, le moment de la conclusion, ça peut être le moment où on se redresse, ça peut être le moment où l'on s'avance. Dans un entretien, c'est exactement la même chose. Vous voyez, il faut que même physiquement, même dans le langage non verbal, on sente que vous allez faire une intervention qui va être importante. Et cette construction, c'est vraiment pas une simple clôture de la séance comme j'ai pu malheureusement le faire par le passé. C'est vraiment tout le résultat en fait d'une construction complexe avec tous les éléments qui se sont travaillés durant la phase opérationnelle. C'est d'ailleurs pour ça que c'est essentiel de prendre des notes pour pouvoir ainsi revenir pendant la conclusion sur certains points qui ont été élaborés dans l'entretien ou dans la réunion. Et la conclusion, d'une certaine manière, elle s'élabore pendant tout l'entretien et presque elle doit se penser, elle doit être tout le temps présente dans notre esprit tout au long de l'entretien. Et quand on va venir rappeler certains éléments qui ont été travaillés dans l'entretien ou dans la réunion, on ne va pas les choisir au hasard. On va venir évidemment sélectionner ceux qui vont être pertinents vis-à-vis de la conclusion que l'on va proposer. Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec une pensée systémique, l'imminence de la séparation va augmenter la perméabilité du système. Pour vous donner un exemple de ce que ça veut dire, si par exemple en face de moi j'ai une famille, on va dire que le système est une famille en face de moi, eh bien le fait que la séparation arrive très bientôt va augmenter les chances que l'intervention que je fasse, que les mots que j'emploie, que ce que je vais dire, que les phrases que je vais formuler aient un impact significatif sur la famille. C'est la raison pour laquelle c'est très important de ne pas griller ses cartouches d'une certaine manière. C'est-à-dire que les informations qui nous semblent significatives et importantes, on ne va pas les disséminer tout au long de la phase opérationnelle, au fur et à mesure que les gens discutent. Non, on va les garder pour nous, on va construire notre conclusion, on va les noter sur un coin de notre feuille de notes et on va les utiliser à la fin. Parce qu'on sait tout simplement qu'à la fin, les gens sont plus réceptifs parce qu'ils attendent de nous qu'on conclue, qu'on dise quelque chose et à ce moment-là, on va livrer une information avec laquelle ils vont repartir et donc du coup, il y a plus de chances que ce qu'on a dit à la fin soit retenu et donc du coup puisse avoir un effet plutôt que quelque chose qu'on aurait dit au milieu de la phase opérationnelle. Personnellement, j'aime beaucoup une phrase de Yaradou Mitnofal et de Reynaldo Perón dans leur livre Provoquer le changement. Ils disent que la conclusion n'est pas le produit de l'improvisation ou du génie de l'intervenant, elle est une construction laborieuse élaborée durant toute l'étape opérationnelle. Et c'est la qualité du choix des mots, de l'élaboration des phrases, des éléments que l'on choisit de mettre dans cette conclusion qui vont être très importants vis-à-vis de l'impact que va pouvoir avoir notre intervention pour provoquer un changement potentiel. J'ai vu beaucoup d'entretiens et de réunions se finir sans qu'il n'y ait réellement de réelle conclusion et vraiment je vois une différence significative lorsqu'il y en a une. Donc pour moi ça apparaît vraiment comme une évidence, il faut soigner la conclusion, c'est un moment extrêmement important et si vous devez exercer tout votre art oratoire et tout votre art relationnel, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Ce qui est difficile au début, c'est qu'en fait, comme je vous le disais, cette conclusion, elle s'élabore tout au long de l'entretien, donc tout au long de la phase opérationnelle. Donc ça demande, pendant qu'on est dans les échanges dans cette phase opérationnelle, d'être en train de réfléchir, donc d'avoir d'une certaine manière un recul par rapport à ce qui se dit pour être en train de construire des hypothèses et de commencer à construire sa conclusion. Si le contenu de la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à écraser le bouton du pouce en l'air, là le bouton des likes, parce que c'est celui-là qui va permettre à la vidéo notamment d'être proposée à d'autres personnes. Et si vous avez la moindre question par rapport au concept que j'ai développé, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et je vous répondrai personnellement. Gardez en mémoire l'importance de la phase sociale pour pouvoir passer à la phase opérationnelle et l'importance de préparer la conclusion durant toute la phase opérationnelle. Même si c'est compliqué à faire au début, c'est vraiment à la portée de tout le monde et il ne s'agit que d'une question d'entraînement, donc persévérez. Et si jamais vous voulez vous entraîner de manière ludique, allez jouer à des jeux vidéo, allez jouer à StarCraft 2. Et quand je vous dis ça, ce n'est qu'à moitié une blague puisque le fait de jouer à certains types de jeux vidéo améliore certaines compétences cognitives et notamment le multitasking, donc le fait de savoir faire plusieurs choses
en même temps. Si jamais ce sujet vous intéresse, je vous renvoie vers cette vidéo dans laquelle je parle des effets positifs des jeux vidéo sur les compétences cognitives, tout ça grâce à des articles scientifiques. Et je vous renvoie également vers cette vidéo si jamais vous êtes intéressé par d'autres techniques thérapeutiques, notamment celle du recadrage thérapeutique. En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.